포병들이 최강의 선두에 적들에게 충격과 공포를 들씌운 김정은 동지를 우러러 전체 인민들과 인민군 장병들은 최대의 일 당당히 싣고 나가는 조선의 힘입니다. 이고 있습니다. Alors on va continuer à parler de la Corée du Nord avec une aide apportée à la Russie qui ne fait plus aucun doute maintenant. Elle se diversifie. On savait que la Corée du Nord livrait des obus à la Russie. On parle maintenant désormais de missiles. Des missiles qui ont déjà participé aux attaques récentes sur les villes ukrainiennes. Car vous le savez, on vous en parle depuis vendredi dernier. Il y a un regain de tension en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Parmi les missiles qui sont donc tombés le 30 décembre et le 2 janvier, il y avait donc bien des missiles nord-coréens. Écoutons tout d'abord John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les États-Unis ont une nouvelle information au sujet du soutien qu'a reçu la Russie de la part d'un pays tiers. Grâce en partie à nos sanctions et nos contrôles des exports, la Russie est devenue de plus en plus isolée à l'échelle mondiale et ils ont été forcés de s'adresser à des pays similaires aux leurs pour l'équipement militaire. Comme nous l'avions averti publiquement, un de ces pays est la Corée du Nord. Notre information indique que la Corée a récemment fourni à la Russie des lanceurs de missiles balistiques ainsi que différents missiles balistiques. Le 30 décembre dernier, les forces russes ont largué au moins un de ces missiles nord-coréens sur l'Ukraine. Ce missile semble avoir été tiré depuis la région de Zaporijia. Le 2 janvier, la Russie a tiré plusieurs missiles balistiques nord-coréens en Ukraine, y compris dans ses attaques aériennes nocturnes. Nous évaluons encore l'impact de ces missiles supplémentaires. Cette intensification du soutien de la Corée du Nord envers la Russie est importante et inquiétante. Nous supposons qu'en échange de son soutien, la Corée du Nord cherche un soutien militaire de la Russie. Alors Benjamin Cruer, vous avez regardé tout cela de près. Quels sont ces types de missiles utilisés et d'où sont-ils tirés, Benjamin ? Alors vous avez déjà eu deux moments de frappe. Quand vous regardez deux façons différentes de tirer ces missiles nord-coréens. Le 30 décembre, un seul missile de manière assez isolée. Et le 2 janvier, comme s'il y avait une montée progressive de l'utilisation de multiples missiles dans le cadre cette fois d'une vaste vague de frappe qui a touché à la fois Kiev et également Kharkiv. Alors John Kirby donne des informations notamment sur la frappe du 30 décembre et là nous donne beaucoup d'éléments finalement sur ce type de missiles nord-coréens. On apprend quoi ? On apprend que ces missiles d'abord sont des missiles qui sont tirés de cette zone-là de la Russie, pas très loin de la frontière avec l'Ukraine. Ce sont des missiles qui sont tirés du sol, de lanceurs de missiles, qui ont une trajectoire balistique, donc qui ont une trajectoire comme cela un peu incurvée, et que ce missile est donc tombé 460 km plus loin dans la région de Zaporijia. Ce que nous dit John Kirby, c'est que de toute évidence, au niveau de la précision, il y a encore des ajustements à faire. Je vous cite John Kirby, le missile est tombé au beau milieu d'un champ. Ça, c'est ce qu'on sait du 30 décembre, déjà premièrement. Ce qu'on sait du 2 janvier, de la vague qui s'est abattue le 2 janvier, là, les Américains sont un peu plus discrets. Il faut se fier plutôt aux images publiées par les Ukrainiens. Le 2 janvier, il pourrait y avoir eu une frappe sur la ville de Kharkiv. Je vous montre ici potentiellement la première photo d'un missile nord-coréen qui se serait abattu sur une ville ukrainienne. Quand vous comparez un peu le profil du missile, c'est vrai que vous arrivez sur des comparaisons assez simples et assez directes avec ce qu'on voit dans les missiles de Kim. Ce que dit John Kirby, c'est qu'il y a eu donc Zaporijia, mais ça peut aller plus loin, ça a pu aller plus loin, puisqu'il explique que ces missiles balistiques peuvent avoir une portée qui atteint les 900 km. Donc c'est de la moyenne portée quand on parle de missiles balistiques. Ça veut dire que concrètement, de ce point-là où ont été tirés les missiles, Kiev est clairement dans la cible, puisqu'on est à peu près à 600 km, j'ai fait le calcul. Donc ça, c'est le premier élément donné par John Kirby. Le deuxième élément, il dit, sur la précision notamment, nous pensons que les Russes et les Nord-Coréens vont apprendre de ces lancements qui ont été effectués. Parce que dans le fond, quand vous y repensez, ces missiles, on les a surtout vus dans des défilés militaires du côté de Pyongyang ou dans des vidéos de tests de propagande. Les experts en ont déjà identifié deux types
potentiellement de missiles moyenne portée que pourraient avoir livré les Nord-Coréens. Le Hwasong 9 qui a une portée 1000 km et puis celui-ci, le 11 qui a une portée estimée 600-700 km. Les experts penchent d'ailleurs plutôt pour celui-là. Notez au passage que quoi qu'il arrive, ce sont des missiles qui ont une plus longue portée que tout ce qu'on a livré, nous occidentaux, aux Ukrainiens. Ça, c'est un élément. Alors la question qui se pose, les missiles sont là, combien en ont-ils ? Combien en ont-ils ? Le Washington Post dit « La Corée du Nord a récemment fourni des lanceurs de missiles balistiques ainsi que plusieurs dizaines de missiles balistiques. » Question 2, depuis quand en ont-ils ? Et là, de toute évidence, depuis plusieurs semaines. L'armée sud-coréenne, le 2 novembre, avait déjà alerté. L'armée sud-coréenne soupçonne la Corée du Nord d'avoir envoyé un nombre inconnu de missiles balistiques, de missiles anti-chars, missiles sol-air à la Russie. Là où ça peut inquiéter les Ukrainiens, c'est quand vous regardez les performances de la défense aérienne ukrainienne sur les dernières semaines. Je vous prends 2 chiffres sur les missiles qui ont des trajectoires balistiques, qui n'ont pas des trajectoires de croisière. Juste sur les 2 dernières frappes, le 29 décembre, le 2 janvier, vous voyez, les missiles russes qui avaient des trajectoires incurvées, 0 sur 14, le 29-12, 0 sur 12 missiles interceptés le 2 janvier. Il semblerait que les missiles balistiques posent problème, en tout cas sur les dernières semaines, aux Ukrainiens. Et donc rien qu'en cela, ces livraisons nord-coréennes peuvent interroger du côté de l'Ukraine. Un grand merci à Benjamin Creuer. Général Chauvency, ils sont imprécis, pas fiables, mais ils sont en grand nombre, visiblement, ce que nous disait Benjamin. Ça peut quand même déstabiliser cette défense antiaérienne. Normalement, les batteries de missiles Patriot ont pour objectif de traiter ce type de missiles. C'est pour ça que j'ai du mal à saisir qu'ils ne soient pas arrêtés par les missiles, enfin par les batteries Patriot déjà. Parce qu'il me semble bien que c'est la cible première, pas uniquement les missiles de croisière, mais aussi les missiles balistiques. C'est dans les cahiers des charges, me semble-t-il. Deuxième point, il y a quand même peu de traces d'une frappe massive de ces missiles coréens. Ce qui revient quand même à dire que la majorité des missiles qui ont été utilisés par les Russes depuis les 2 dernières attaques le sont de fabrication russe. Et on le voit d'ailleurs dans les rapports, ce sont des nomenclatures russes qu'on affiche et pas des nomenclatures coréennes dans les rapports d'experts. Donc voilà. Donc maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose ? Oui, ça donne une allonge supplémentaire, mais ça m'étonne, mais là je peux pas, j'ai pas la compétence, j'ai pas l'information, ça m'étonne que les Russes n'aient pas déjà ce type de missile capable de tirer à moins de 500 km ou un peu plus. Donc je pense qu'ils en ont, mais par contre, il y a peut-être un problème de munitions. Il y a un problème effectivement de frapper plus fort à terme. Et puis ce qu'on a vu, ce que j'ai bien compris, me semble-t-il, c'est qu'il faut aussi former les équipages à utiliser ce genre de missile. Parce que c'est pas parce qu'on a un lanceur, c'est pas parce qu'on a un missile qu'on est capable de l'emmener là où on veut. Ça veut dire qu'il y a un problème de formation, comme dans tout nouveau système d'armes. J'oserais pas dire qu'il y a des Nord-Coréens qui servent ces armes, je dirais pas jusqu'à là. Mais néanmoins, c'est une question qu'il faut se poser. Donc on est dans un apprentissage qui a été dit dans le reportage par Benjamin, c'est qu'effectivement, il y a savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces armes. Donc ça veut dire, c'est pas parce qu'on donne une arme qu'elle est forcément efficace. Ouais. On parle aussi d'imprécision. C'est une réalité aussi apparemment. Maintenant, quant au nombre, c'est difficile à voir, mais pour l'instant, moi je ne retiens que les 2 frappes massives qui ont eu lieu depuis 10 jours. Ce sont des frappes principalement de missiles russes. Ce qui quand même pose la question, parce que je me demande si parfois on ne sort pas des informations au niveau américain pour nous amener dans une autre direction. Parce que finalement, on débat des sanctions économiques et de leur efficacité. Et que dès lors que les Russes sont capables de reconstituer leur stock et de tirer en masse un grand nombre de missiles, alors depuis des mois on a dit que c'était pas possible ou que ça n'arriverait pas, la réalité elle est plutôt là, plutôt que je dirais de la menace coréenne qu'il ne faut pas négliger. Il faudra voir dans les semaines qui viennent ce qu'on aura sur le champ de bataille. Alors on va écouter ce que disait John Kirby justement, puisque vous parlez des sanctions. Écoutez bien ce qu'il disait, parce qu'il y a quand même peut-être quelque chose à faire du côté des sanctions. En réponse aux activités de la Russie avec l'Iran et la Corée du Nord, nous prenons une série de mesures avec nos alliés et nos partenaires. Premièrement, l'acquisition de missiles balistiques depuis la Corée du Nord viole directement plusieurs objectifs du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous augmenterons ces contrats d'armement avec le Conseil de sécurité en parallèle de nos alliés et nos partenaires, et nous demanderons à ce que la Russie soit tenue responsable pour avoir déjà violé ses obligations internationales. Dans un second temps, nous imposerons des sanctions additionnelles contre ceux qui travaillent pour faciliter le transfert des armes entre la Russie et la Corée du Nord et entre la Russie et l'Iran. Avant de revenir avec vous sur les missiles, Xavier, parce que vous avez étudié aussi ce qui s'est passé, les différents types de missiles, c'est difficile de toute façon de mettre en place des sanctions
Les États-Unis, là, oui, puis je vois pas bien par le Conseil de sécurité, là, depuis le début de la crise, depuis le début de la guerre, on voit bien que le Conseil de sécurité peut pas faire grand-chose. Par rapport aux missiles, d'abord, ils sont très très imprécis, ces missiles nord-coréens. Sont des engins qui sont moins évolués que les Scud de la première guerre du Golfe, 1991, ils tombent un peu là où ils veulent. Donc, le faible taux d'interception, il peut déjà s'expliquer par le fait qu'à partir du moment où un missile ne va pas frapper une cible stratégique, il ne va pas frapper un immeuble ou une ville, on ne va pas dépenser des missiles patriotes pour la battre, qui valent plusieurs millions de dollars. Et donc, à la limite, les Ukrainiens peuvent les laisser passer en estimant qu'ils ne sont pas dangereux pour quiconque sur le territoire ukrainien. Ça, c'est la première réponse. La seconde est liée, parce qu'en fait, pour les Russes, l'intérêt d'avoir un nombre important de ces missiles, on verra combien ils en ont, on ne sait pas pour le moment. On sait qu'a priori, ils sont acheminés par la mer. Vladivostok est tout près de la Corée du Nord. Le transfert paraît pas très... Ça passe essentiellement par là, hein, c'est ça? Oui, l'acheminement, oui, parce qu'en plus, vous voyez, les lanceurs sont quand même des très très gros camions, au moins à 8 roues, certains ont 16 roues, même, sont vraiment des monstres qui sont difficiles à faire passer par le train, parce que vous savez qu'il y a aussi une voie de chemin de fer qui relie, il y a une frontière entre la Corée du Nord et la Russie, il y a une voie de chemin de fer par laquelle sont passés par exemple les obus, ça on en est quasiment certain aujourd'hui. Pour les Russes, l'intérêt d'avoir ces missiles un peu obsolètes, pas très précis, en très grand nombre, ça pourrait être de saturer totalement la défense anti-aérienne ukrainienne. La saturer et en renvoyer d'autres derrière, c'est ça? Voilà, on les envoie une première fois, lui on en faire envoie d'autres derrière. dépenser ces missiles patriotes qui sont très précieux, d'une part parce qu'ils coûtent très cher, mais ça à la limite, mais surtout parce qu'ils en ont pas beaucoup et qu'ils en auront peut-être pas tout de suite encore de nouveau pour pouvoir armer les lance-missiles. Et une fois que ces vieux missiles sont passés, envoyer les missiles russes plus précis sur les sites que visent vraiment les Russes. Aujourd'hui, on sait qu'au-delà des dégâts qu'ils infligent dans les villes, sur le système énergétique, au-delà de la volonté de casser le moral des Ukrainiens, ils veulent aussi viser toutes les usines d'armement que les Ukrainiens sont en train de mettre sur place et qui commencent à produire un armement efficace directement sur le territoire ukrainien, mais qui évidemment est très vulnérable parce qu'on ne peut pas mettre de batterie antimissiles auprès de chaque usine, de chaque site de fabrication. Écoutons ce que disait Mikhailo Podolyak. C'est vrai que dans un premier temps, Yuri Ignat avait pris la parole en disant il y a des études qui sont faites, on ne sait pas encore bien si c'est des missiles nord-coréens. Lui, il confirme. Regardez, la Fédération de Russie a frappé pour la première fois le territoire de l'Ukraine à l'aide de missiles obtenus grâce à la Corée du Nord. Les masses sont tombées. C'est inquiétant ce qui se passe en ce moment, Michel Dzerzhansky, au moment où l'aide militaire américaine n'a pas été votée par les congressmen au mois de décembre, au moment où l'aide européenne, on le voit, est un peu en suspens, même s'il y aura un conseil extraordinaire européen début février qui se penchera sur le sujet. Il y a le Conseil européen qui, lui, a donné quitus pour 50 milliards d'euros qui vont être délivrés sur une tranche de 4 ans. Les Américains sont aujourd'hui en pourparlers, mais je pense qu'il y a des aides américaines qui vont continuer à arriver. Maintenant, je pense que la problématique de l'Ukraine aujourd'hui, c'est pas uniquement le fait que la Russie soit rentrée dans une économie de guerre et arrive à mobiliser petit à petit de plus en plus d'hommes. C'est que la problématique aujourd'hui de l'Ukraine, même si elle est en train de faire des efforts de ce côté-là, c'est remobiliser une nation en guerre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui quittent l'Ukraine par différents biais, qui vont vers la Transnistrie, etc., qui gagnent donc le sud de l'Europe, qui ne rentrent pas dans cette dynamique. Et je pense que la difficulté pour l'Ukraine aujourd'hui, ça va être de mobiliser sa nation pour qu'elle devienne une nation en guerre, d'avoir une économie de guerre. On sait qu'ils ont fait des efforts puisqu'ils sont en train d'abaisser l'âge de 27 ans à 25 ans déjà, par exemple. C'est qu'ils construisent des drones et ils construisent... 1 million de drones, hein. 1 million de drones, a dit Zelensky, y aurait fabriqué sur le sol ukrainien jusqu'à la fin de 2024. Ouais, 50 000 par mois. C'est leur grande spécialité, les drones. C'est ce qu'ils savent le mieux faire. Tout à fait. Donc entre les drones aériens, les drones maritimes qui interdisent aujourd'hui quand même la mer Noire à la Russie. Donc je crois que les vraies difficultés aujourd'hui, elles sont plus à l'intérieur de l'Ukraine que exogènes. Je pense qu'elles sont plutôt endogènes, en ce sens qu'il faut remobiliser, il faut structurer, il faut armer, il faut enseigner à ces jeunes comment combattre, il faut donner un souffle à ceux qui sont là au combat depuis maintenant pratiquement 2 ans et qui ont 43 ans. Quand même, donc c'est pas facile. Ça peut aller jusqu'à 43 ans. Pour vous donner une idée, quand même, la moyenne d'âge en Israël, les combattants, ils ont entre 18 et 25 ans, au grand maximum. Après, il y a les réservistes. Et on n'en est pas là. Donc je crois que la difficulté aujourd'hui, elle est plus vraiment endogène à la société ukrainienne, à savoir passer le pas de cette nation qui rentre réellement dans une économie de guerre et une nation en guerre. Elle a fait énormément
je dirais, d'efforts. Elle subit cela depuis 2 ans. Elle est saturée de bombardements. Il y a eu les atrocités de Bouchna, etc. Donc, il y a eu Mariupol. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ça va leur demander un effort supplémentaire. Et c'est plus un effort interne, en fin de compte. Après, l'aide extérieure, elle viendra avec les aléas politiques et les circonstances, je dirais, des relations internationales qui sont en train de se jouer. Quant à la Corée, je veux dire, le lien qui est entre la Corée et la Russie est un lien à la fois historique, politique et géographique. Il faut se rendre compte que la péninsule de la Corée est un verrou maritime qui permet à la Russie et à la Chine de pouvoir aller vers l'axe du Japon et au Japon de fermer cet axe. Et cette péninsule, depuis 1950, a subi une invasion soviétique. En 1950, les Russes occupent la partie nord, attaquent la partie sud. Les Américains s'installent et aident la partie sud. Et aujourd'hui, on se trouve dans une, je dirais, une péninsule qui est bicéphale, Corée du Sud, Corée du Nord, mais malgré tout, on a un seul peuple, une seule nation, une seule langue, une seule religion, et que ce peuple coréen est pris en otage, en fin de compte, par aujourd'hui ce régime stalinien, cet État secte, comme on le qualifie pour la Corée du Nord. Et ce qu'on sait, c'est que la Corée du Nord aujourd'hui, c'est 29 millions d'habitants, mais c'est plus de 4 millions d'hommes sous les drapeaux. Ouais. D'accord ? Alors, qui n'ont pas combattu. Alors, on a vu aujourd'hui les tirs balistiques qu'a fait la Corée du Nord vis-à-vis de la Corée du Sud, la réplique de la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, je dirais que la proximité qui existe entre la Corée du Nord et la Russie, ben, ça fait 50 ans. 50 ans. Un peu plus, on est en 2023, ça fait 73 ans. Voilà. Donc 73 ans, je dirais, de relations idéologiques, le stalinisme, et puis cette, je dirais, cette vision du monde qu'a Poutine et que partage complètement la Corée du Nord, qui est la multipolarité. On s'entend parce que on est des forces nationalistes qui revendiquent des territoires, un expansionnisme possible et un autoritarisme certain.